Bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 7 février 2026 et nous voulons être fidèles à notre rendez-vous avec Grand Temple. Nous savons que l'actualité est très dense. Nous allons commencer par vous donner une information et puis on va rentrer dans la thématique principale. L'information que nous allons vous donner, c'est que le monde connaît actuellement des tensions. Il y a un des événements qui s'est produit, c'est la création par le président Donald Trump des États-Unis du Conseil de la paix, dont la charte est disponible. Mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Il y a beaucoup d'interrogations sur le fait de savoir comment cette charte, comment cette nouvelle institution va évoluer par rapport aux Nations Unies. Surtout que le monde a vraiment besoin d'un certain nombre d'institutions pour régler un certain nombre de conflits, de divergences, de tensions et autres. Je ferai juste quelques petits commentaires sur la charte. Je parlerai déjà de ce qu'il est souligné dans le préambule, la nécessité d'un organisme international de consolidation de la paix, plus agile et plus efficace, que l'on peut percevoir comme une critique faite d'une manière certainement douce à l'endroit des Nations Unies. Mais je crois qu'on devra finalement regarder tout ça de très près. Donald Trump a dévoilé les ambitions de son Conseil de la paix. Cette nouvelle institution veut rivaliser avec l'ONU et rétablir la paix dans les zones de conflit internationales. Présidée par Donald Trump lui-même, les États doivent payer $1 milliard pour en devenir des membres permanents. D'où vient ce Conseil de la paix? Comment est-il organisé? Et que dit-il des ambitions de Donald Trump à l'international? Pour bien le comprendre, revenons sur la genèse du projet. Le Conseil de la paix a d'abord été imaginé dans le cadre du plan américain de paix pour Gaza. Sa mission initiale est de superviser un comité palestinien transitoire chargé de la reconstruction du territoire palestinien ravagé par 2 ans de guerre. Le 15 janvier, le président américain annonce que le Conseil de la paix pour Gaza a été formé et qu'il en est le président. Mais le texte fondateur du Conseil, publié ce dimanche 18 janvier, montre qu'il ambitionne d'agir bien au-delà de Gaza, qui n'y est d'ailleurs même pas mentionné. Le Conseil se donne pour mission de garantir une paix durable dans toutes les zones touchées ou menacées par un conflit, avec le courage de s'écarter des approches et des institutions qui ont trop souvent échoué. Autrement dit, Donald Trump crée une institution pour rivaliser avec l'ONU qu'il critique régulièrement. Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the #1 political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. En bref, le président américain reproche aux Nations Unies d'être une organisation trop lente, trop contraignante et surtout pas assez alignée sur les intérêts américains. La création de ce Conseil de la paix s'inscrit dans un climat de forte tension diplomatique, notamment après que de nombreux pays européens se soient opposés aux ambitions américaines sur le Groenland. Avec ce Conseil de la paix, Donald Trump affiche sa volonté de redéfinir l'ordre international selon ses propres règles et en fonction des intérêts des États-Unis. Obviously, different groupings have their own rules, their own bylaws, and so forth. We don't comment on other groups and their rules. Obviously, that's something for anyone participating in those groupings to consider. Au-delà des ambitions affichées, le mode de fonctionnement de ce conseil interroge. Le document, dévoilé le week-end dernier, installe Donald Trump en premier président tout-puissant de l'institution. Il aura le pouvoir d'inviter ou d'exclure les États membres, en plus d'un droit de regard sur tous les votes. Les chefs d'État auront un mandat de 3 ans, renouvelable. La durée d'adhésion de 3 ans ne s'appliquera pas aux États membres qui contribuent pour plus de $1 milliard en fonds cash durant la première année d'entrée en vigueur de la charte. Le nombre exact d'invités à rejoindre ce nouveau Conseil de la paix reste inconnu. De nombreux gouvernements ont confirmé avoir reçu une invitation. Parmi eux, certains dirigeants ont déjà exprimé leur volonté de participer. C'est le cas du roi du Maroc, Mohamed VI, ainsi que du Premier ministre canadien, Mark Carney. Lundi, le Kremlin a indiqué que le président russe, Vladimir Poutine, figurait également sur la liste des invités. L'Ukraine a elle aussi reçu une invitation. Я, честно кажучи,
Поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій раді. La France, elle aussi sollicitée, a clairement décliné l'offre, provoquant des menaces du président américain. What I'll do is if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes. Emmanuel Macron a répondu au président américain lors de son discours au Forum économique mondial à Davos. Obviously, France and Europe are attached to national sovereignty and independence, to the United Nations and to its charter. And it's not an old-fashioned way to live multilateralism. It's just not to totally forget what we learned from the Second World War and remain committed to cooperation. Ensuite, au niveau des objectifs et des fonctions, je vais essayer de m'appesantir sur la mission de ce Conseil de paix. Parce qu'il est écrit que le Conseil de la paix est une organisation internationale qui vise à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime et à garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits. Le Conseil de la paix exerce ses fonctions de consolidation de la paix conformément au droit international et comme cela peut être approuvé conformément à la présente charte, y compris l'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques pouvant être appliquées par toutes les nations et communautés en quête de paix. Évidemment, il faudra savoir comment tout cela va s'harmoniser avec les Nations Unies, parce que les peuples du monde sont en quête de paix, recherchent beaucoup moins de conflits possibles. On devrait pouvoir avancer. Au-delà de cette information, au vu de l'actualité surtout nationale, nous avons voulu avoir pour thématique essentielle et principale aujourd'hui l'analyse de quelques aspects de l'actualité surtout nationale. Je rappelle aux uns et aux autres que nous sommes pratiquement à 1 mois et 1 semaine de la tenue constitutionnelle de l'élection présidentielle au Congo. Beaucoup de choses se disent. Nous allons essayer d'aborder cette question, surtout que nous avons appris que, ou plutôt nous sommes informés que le jeudi 5 février dernier, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fait acte de candidature pour l'élection présidentielle. Donc, je crois que nous reviendrons sur ces aspects. Maintenant, pour les aspects que nous voulons aborder, nous voulons commencer par une affaire que nous avons déjà touchée. Il s'agit de l'affaire de Maître Bob Kaben Masuka, cet avocat qui a été arrêté le 9 juillet 2025, alors qu'il était annoncé sur les réseaux sociaux l'organisation d'une manifestation pour la libération nationale des Congolais, bien sûr. Et Maître Bob Kaben Masuka a été arrêté avec 6 autres personnes. Le 9, semble-t-il, en situation de flagrance. Semble-t-il, une opération de déstabilisation de la paix de porte à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Du procureur de la République. Affaire Maître Kaben Masuka Bob. Mankouma, Picarot, Amel, alias et autres. Depuis quelques mois, plusieurs individus ont planifié un projet dénommé Appel à la mobilisation pour soutenir la libération du Congo le 10 juillet 2025. Projet publié sur la page Facebook du nommé Balou Castellin, Cédric, qui résiderait à l'étranger. Pour réunir les conditions de mise en exécution de ce projet, 7 personnes, parmi lesquelles 5 Congolais et 2 Centrafricains ont été recrutés avec des tâches bien spécifiques. Il s'agit notamment de Mankouma Pika Rock Armel alias Oncle Sam, juriste. Dawili Jean Bedel alias Delta, ancien rebelle Seleka. Balsomi Ordi Gaël, prince alias
secrétaire en service à la direction départementale de l'agriculture. Berry Jean-Robert, alias Bill, adjudant-chef en service au commandement de la sécurité civile. Kaben Masuka Bob, avocat au barreau de Brazzaville. Boma Mayinga Charles, alias Dan, lieutenant en service au 1er régiment de l'artillerie Sol-Sol. Wando Anissé, alias Charlie, ancien rebelle Séléka. Au cours de multiples rencontres clandestines organisées par ces personnes, il a été convenu que leur projet consistait à tenir nuitamment une grande manifestation insurrectionnelle tendant à renverser les institutions de la République. Pour y parvenir, plusieurs instruments ont été rassemblés par ces derniers, en l'occurrence des talkie-walkie, des cartes SIM RTL en provenance de la RDC, des téléphones satellitaires de marque Touraya et des munitions. De l'exploitation de ces téléphones, il ressort que les assaillants étaient sur le point de recevoir la livraison des armes de type PMACA. Informés de cette opération de déstabilisation, les services de la centrale d'intelligence et de documentation de Brazzaville, procédant en mode de flagrance, ont interpellé, interrogé et déféré ce jour les suspects. Dans le cadre d'une enquête de flagrance, l'interpellation d'un avocat n'obéit pas aux dispositions de l'article 53, alinéa 4 de la loi portant organisation de la profession d'avocat. Cela dit, l'arrestation de maître Keben Masuka Bob ne saurait constituer un enlèvement. En définitive, au regard de l'extrême gravité des faits, lesquels sont de nature à menacer dangereusement la paix et la tranquillité de l'État, je décide d'engager des poursuites contre toutes ces personnes pour des faits d'association de malfaiteurs et tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, suivant la procédure de crime flagrant, conformément aux dispositions des articles 2, 87, 88, 89, 265, 266 et 267 du Code pénal, 55 du Code de procédure pénale. En conséquence, toutes ces personnes sont placées sous mandat de dépôt fait à mon parquet le 22 juillet 2025, le procureur de la République. Dans un style, dans une procédure de flagrant délit. Il était à espérer que dans une procédure de flagrant délit, que le procès puisse intervenir très rapidement, que les dossiers puissent être examinés et qu'on puisse y tirer les conséquences. Et on constate depuis lors qu'il y a eu une session criminelle qui s'est tenue à Brazzaville et ce dossier n'a pas du tout été examiné, il n'a même pas été programmé à l'ordre du jour. Et on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et nous pensons que dans le pays, nous avons déjà des situations comme celle de Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi-Salissa, qui nous posent énormément de problèmes et qui n'est pas sérieux, surtout lorsque vous êtes présenté sous l'étiquette d'opposant. Généralement, on vit des situations un peu difficiles, un peu bizarres, etc. Et ce n'est pas du tout normal. Alors, nous appelons les autorités judiciaires à accorder une attention particulière à ce dossier et à faire en sorte que les dispositions des articles 25, l'article 25 garantit la liberté d'expression, l'article 27 quant à lui garantit entre autres la liberté de réunion, d'association, de manifestation. Donc, à mon avis,
les Congolais aimeraient avoir une vision claire sur cette situation et ils estiment que pour une procédure qui a été déclarée de flagrance, le procès ne devrait pas tarder. Et si d'aventure, pour nous autres qui ne sommes pas juristes, parce que nous entendons parler du dossier qui est vide, ben, si le dossier est vide, il faut bien prendre la responsabilité d'assumer et de libérer les personnes concernées pour qu'elles puissent recouvrer la paix. Vraiment, nous avons besoin de paix dans le pays, paix au niveau national, paix au niveau social, paix au niveau individuel, etc. Et je crois qu'il faut qu'on y aille. Donc, nous exhortons vraiment les autorités judiciaires à accorder une attention particulière au dossier de Maître Bob Kaben Masuka avec les 6 autres personnes qui ont été arrêtées avec lui. On parlait même des Centrafricains, d'autres, etc. Nous osons espérer que toutes ces personnes se portent bien et qu'elles sont bien traitées, qu'elles ne subissent pas des traitements dégradants et autres. Voilà la première affaire. La deuxième affaire est une affaire que les Congolais ont découvert sur les réseaux sociaux. C'est l'affaire relative au colonel Lonzania Bika qui aurait été dégradé, cassé, comme on dit, je crois dans le jargon militaire, du grade de colonel à soldat de 2e classe. Et il semble qu'elle a été sanctionnée pour des questions de discipline, etc. Et elle a trouvé que c'était suffisamment fort. Elle a souhaité de donner sa part de vérité. Et à travers ça, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et ces vidéos donnent même la chair de poule parce qu'on a découvert un certain nombre de choses qu'on pensait inimaginables, véritablement inimaginables, parce qu'elle aurait d'abord été interpellée à un moment donné, soi-disant accusée d'avoir détourné, sinon volé 800 millions de francs CFA. C'est qu'elle contestait. Mais on lui a donné 30 minutes et j'ai été surpris avec 8 militaires pour aller chez elle chercher 8 millions. Mais elle n'en avait pas entendu parler, donc aller chez elle, ça posait des problèmes. Elle a expliqué comment elle agit pour essayer d'apporter les preuves de ce qu'elle était innocente dans cette affaire. Les preuves ont été apportées, mais par rapport à ça, elle a été pratiquement tabassée avec des coups de poing, alors qu'elle était en état de grossesse de 5 mois, je crois. C'est une situation qu'on a du mal à imaginer. Mais je ne veux pas faire trop de commentaires là-dessus. Parce que l'armée, la force publique, c'est des institutions que nous respectons. Et nous souhaitons vraiment avoir une force publique républicaine qui respecte les lois et règlements de la République et qui respecte certainement les règlements militaires et un certain nombre de choses. Je n'entre pas dans les règlements militaires parce que je n'en ai pas véritablement la maîtrise. Mais porter la main sur une femme qui est en état de gestation pendant près de 5 mois, dans une affaire où elle a raison, à mon avis, au plan civil, pour nous autres, ça mérite d'être vu, ça mérite d'être étudié, etc. Donc, s'agissant de cette affaire, et j'ai été très malheureux de suivre à travers les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est avéré, mais qu'elle a demandé asile à la France. Et ce serait dommage qu'on puisse avoir pour des raisons que nous essayons d'évoquer, la fuite des cerveaux, la fuite des cadres, parce que quand on l'entend s'exprimer, on sent en elle une compétence, une maîtrise de ce qu'elle dit, etc. Maintenant, un autre volet de ce qu'elle a vécu, à mon avis, c'est impensable. Je ne pensais pas qu'au niveau de notre armée, qu'on pouvait vivre ce genre de situation, parce que c'est extra-professionnel. Et quand l'extra-professionnel vient empiéter sur le professionnel, c'est véritablement dommage. Je crois que nos militaires, à qui nous faisons confiance, doivent défendre leur honneur, doivent défendre leur dignité, etc. C'est pour ça que je ne veux pas faire trop de commentaires sur cette affaire. Je pense que ces institutions méritent d'accorder une attention particulière sur les aspects de morale, d'éthique, d'intégrité, de discipline et autres. Et doit veiller, parce que visiblement, tel qu'on a suivi les vidéos, moi je peux dire, mais je peux me tromper, qu'elle a été sanctionnée injustement. Mais
qu'elle ait été tabassée. Je ne crois pas qu'il y ait des dispositions dans le règlement militaire qui permettent aux chefs hiérarchiques de porter main, et surtout quand il s'agit d'une femme avec la loi Mouibara sur les violences faites aux femmes. Donc, ce que nous réclamons sur ce dossier, c'est qu'une enquête, une commission d'enquête soit mise en place, que toutes les personnes impliquées puissent être entendues et qu'on fasse vraiment, qu'on donne la place au droit, qu'on donne la place au droit, qu'on établisse la vérité. Et si d'aventure elle devait être rétablie dans ses droits, dans ses fonctions, il faut qu'elle le soit, parce que on sent à travers elle une cadre, puisqu'elle est en même temps écrivaine, une cadre qui maîtrise bien ses dossiers, et ce serait dommage. Vous voyez ce que les Congolais vivent là. Là, j'attire l'attention de mes compatriotes et les téléspectateurs peuvent suivre. Sous d'autres cadres, on aurait parlé de l'opposition, et c'est l'opposition. Mais là, il s'agit de la force publique, il s'agit de l'armée, mais l'armée qui agit au sein de la présidence de la République. Et c'est difficile à imaginer. Il faut même ajouter que l'institution présidente de la République doit être respectée et qu'on ne peut pas se permettre de vivre ce genre de choses à ce niveau. Au-delà de cet aspect, je vais revenir sur un autre aspect, et c'est la grogne sociale. Nous vivons la grogne sociale, il ne faut pas évidemment essayer de penser autrement. Il y a véritablement une situation, il y a un malaise qui est créé sur beaucoup de choses. J'ai parlé, je suppose qu'au niveau de l'université, c'est en train de se terminer, je suppose, et qu'après avoir perdu un peu plus de 2 mois, que les étudiants vont reprendre les cours, que les gouvernants vont prendre l'engagement de faire en sorte que cette année se termine bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a déjà plusieurs mois de retard, et ce n'est pas normal, on est déjà au mois de février. Bon, mais je découvre également qu'il y a des structures comme à l'économie forestière ou autre. Bon, ben oui, la tentation, la grève, elle est permanente, elle est présente, etc. Et ce n'est pas du tout normal. Visiblement, l'État n'a pas les moyens de sa politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons au-dessus de nos moyens. Ça peut même dire que l'État est en état de cessation de paiement. L'illustration la plus frappante à laquelle nous pouvons faire allusion, c'est celle des retraités. Et ils nous ont souvent dit qu'ils ont 50 mois d'arriérés, j'en suis un, mais on nous a souvent dit qu'on a 50 mois d'arriérés de pension. On a le problème de l'harmonisation de la valeur du point d'indice à 300 pour tout le monde, parce qu'il y en a qui touchent encore depuis 2017 leur pension à la valeur du point d'indice 160, ce qui n'est pas normal. Il y a les arrérages, et bon, il semble qu'il y a une démarche qui a commencé pour le paiement des arrérages d'une valeur maximale de 5 millions, mais là aussi, il y a beaucoup de plaintes parce qu'il y a beaucoup de retraités qui ne trouvent pas leur nom. Alors, assez souvent, nous avons fait des propositions. Lorsqu'on élabore les budgets, nous essayons de faire des propositions comme celle relative à la réduction du train de vie de l'État. Nous faisons des propositions comme celle de la réalisation des audits et des projets qui ont été réalisés pendant la municipalisation. Nous faisons des propositions pour dire qu'il faut lutter contre la corruption, mener même des opérations coup de poing qui ont été réussies dans les royaumes comme l'Arabie Saoudite. Il y a l'Angola qui avance sur le problème de la lutte contre la corruption. Le Nigeria également fait des progrès. Je crois que le Gabon a commencé à s'y lancer. Mais au Congo, en dépit de l'existence de nombreux cas, il n'y a rien. Mais nous avons besoin d'argent pour régler ces problèmes. Nous avons besoin d'argent pour sortir de cette grave crise multidimensionnelle que le pays connaît. Et quand on parle de 14 000 milliards, quand on parle des malversations financières au Fonds de soutien à l'agriculture, quand on parle des révélations faites par les Panama Papers, mais tout ça, et ce n'est pas normal. Le gouvernement du Congo-Brazzaville dément toute implication du président congolais Denis Sassou Nguesso dans l'affaire des Pandora Papers. On vous en parle depuis lundi. Ces documents sur le recours aux sociétés offshore dans les paradis fiscaux dévoilés par le Consortium international des journalistes d'investigation, l'ICG,
Parmi les personnalités recensées, 43 sont des Africains, dont Denis Sassou Nguesso, déjà cité dans les enquêtes précédentes. D'après cette enquête diffusée ces derniers jours, la famille Sassou Nguesso posséderait une société d'exploitation de mines de diamants congolais, une société dont les bénéfices seraient dissimulés dans les îles Vierges britanniques, un paradis fiscal des Caraïbes. Le président congolais prévient via son ministre de la Communication, il pourrait contre-attaquer en portant plainte pour diffamation. Afrique au cœur des Pandora Papers, les dernières révélations internationales sur les évasions fiscales des puissants pointent 43 personnalités africaines. Élites politiques, présidents en exercice notamment, accusés d'avoir dissimulé des fonds dans des sociétés offshore. Certains affirment qu'il n'y a là rien d'illégal dans ces procédés. On en parle avec l'avocat Henri Tullier, qui dirige la plateforme de protection des lanceurs d'alerte, une plateforme réunie en ce moment à Dakar. Il répond aux questions de Guillaume Thibault. Bonjour Henri Tullier. Bonjour. Êtes-vous surpris par ces nouvelles révélations ? Malheureusement, non, je ne suis pas surpris. Je pense que depuis des années, malheureusement, les pays offshore, les services financiers, l'opacité des transactions fleurissent. On trouve toujours des nouveaux moyens de détourner les règles, de détourner les États, de détourner les autorités. Et parfois, on essaye de détourner l'opinion publique. Ce qui m'étonne peut-être, c'est la quantité des informations, de voir que plus les leaks avancent, plus la quantité de documents est importante, plus le nombre de pays mêlés est important. Et c'est ça que je trouve particulièrement inquiétant. Sur les 338 personnalités citées, plus de 10% sont originaires du continent africain, avec 3 chefs d'État, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo et Uhuru Kenyatta. Sur ceux que vous venez de nommer, il y en a 2 qui malheureusement défraient régulièrement la chronique sur des questions de biens mal acquis, de flux financiers illicites, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo. Et puis maintenant, on découvre aussi que Uhuru Kenyatta, la famille de Uhuru Kenyatta aurait accumulé depuis des années des sommes faramineuses en toute opacité. Malheureusement, on en est là. L'Afrique est un continent très riche en ressources naturelles, qui n'est évidemment pas à l'abri de la corruption et des détournements d'argent. Et c'est aussi un terrain de jeu parfait d'intermédiaires et de cabinets d'avocats. On voit aussi, par exemple, que un ancien ministre mauritanien est cité dans le leak comme ayant tenté de créer des entreprises à Gibraltar et aux îles Canaries, sociétés qui engendreraient des dizaines de millions de dollars. Donc voilà, on en est là et il est temps que cela cesse. Si on s'intéresse au cas du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, il a indiqué « Cette société n'a jamais servi de support à la moindre évasion fiscale, à la moindre transaction illicite, au moindre détournement de fonds publics, à la moindre activité illégale ». Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments ? Je ne connais pas particulièrement le cas du Premier ministre ivoirien, mais j'ai l'impression que les mots qui sortent de sa bouche sont ceux qui sortent de la bouche de tous ceux qui sont visés par ces enquêtes, qui veulent toujours nous dire que non, cet argent n'est pas public, non, j'ai respecté les lois de mon État. Mais alors pourquoi le faire toujours de façon opaque ? Les responsables politiques disent « Il n'y a rien d'illégal dans ces pratiques ». Vous leur répondez « Il y a un problème de morale ». Il y a évidemment un problème de morale. L'optimisation fiscale n'est pas illégale, mais elle est moralement incorrecte. Quand on voit qu'il y a des pays où les finances publiques sont complètement dans le rouge et qu'en même temps des personnes brassent des millions dans des paradis offshore, oui, il y a un problème. Malheureusement, depuis les Panama Papers, on pensait qu'il y avait eu des progrès, que les autorités s'étaient renforcées, que les autorités de poursuite pouvaient agir plus librement. Mais avec ces nouvelles révélations, on est en mesure d'en douter, tant il y a des cabinets d'avocats et d'intermédiaires qui sont disposés à aider ces personnes à cacher leur argent. Vous dirigez la plateforme PLAF, plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Est-ce qu'en même temps, c'est pas un problème aujourd'hui que seuls les lanceurs d'alerte soient en première ligne, que les justices des États africains ne fassent pas leur travail ? Et le problème réside dans la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans de trop nombreux pays en Afrique, le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant. Si on prend le cas de l'Afrique du Sud, où nous avons aidé beaucoup de lanceurs d'alerte, nous pouvons réaliser que le pouvoir judiciaire a formidablement fait son travail. Des personnes ont été inculpées et mises en examen la semaine dernière, des personnes ayant participé activement à ce qu'on appelle le state capture, avoir aidé l'entourage de Jacob Zuma au détriment du peuple sud-africain. Donc le pouvoir judiciaire peut faire son travail, mais il doit être indépendant et on doit lui donner les moyens de le faire. On a vu dans les dossiers des biens mal acquis des procédures judiciaires aller à leur terme. Vous pensez que la même chose est possible pour cette défiscalisation internationale ?
Mais il le faut absolument. On ne peut pas, d'un côté, créer un impôt minimum pour les multinationales et de l'autre côté, laisser une telle opacité prendre la main sur les flux financiers internationaux. On ne peut pas laisser des pays devenir des centres d'évasion fiscale. On ne peut pas laisser des pays défaillants en Afrique. On ne peut pas laisser des États américains prendre le pas du Panama ou des British Virgin Islands. Il faut vraiment une entente internationale pour endiguer cette vague de disparition de l'argent public et autres au détriment du peuple. Sans cette entente, sans ce travail, l'Afrique pourrait aussi, à terme, devenir un paradis fiscal? J'en ai aucun doute. Malheureusement, certaines institutions étant particulièrement faibles, certains gouvernements ayant besoin de fonds, notamment en liquide, pour financer leur politique, ce sont des lieux où des groupes de voyous, des groupes criminels, parfois des groupes terroristes, peuvent venir pour offrir leurs services à des dirigeants qui n'arrivent pas à s'autofinancer par un État qui fonctionne. Donc je n'ai aucun doute que certains pays d'Afrique fonctionnent comme des lessiveuses d'argent liquide pour ensuite être envoyés à l'étranger. Merci, Henri Tullier. Alors qu'il faut que nous allions vers une meilleure répartition de la richesse nationale. Je sais que dans le bilan qui est fait, les gens essayent de penser à un taux de croissance, semble-t-il, de 3,6% en 2026. Mais je rappelle aux gens que dans le cadre du Népal, depuis de nombreuses années, il avait été recommandé aux États africains de mettre en place des politiques qui permettent que le taux de croissance se situe de façon durable autour de 7 et 8%. Ce n'est pas notre cas. Donc nous sommes loin, surtout lorsqu'on prend que le taux au niveau démographique, le taux d'évolution se situe autour de 3,2%. Donc nous avons véritablement des problèmes avec le chômage des jeunes. Alors c'est pour ça que nous nous posons assez souvent une question. Mais pourquoi les gouvernances actuelles ne veulent pas du tout aller vers la tenue des réunions du Conseil national du dialogue, institué par les articles 227 et 228 comme organe de réconciliation, d'apaisement et de recherche de consensus entre toutes les forces vives de la nation. Donc on parle de paix et on ne veut pas aller vers les structures que nous avons nous-mêmes mises en place. Ça a même à une époque justifié des changements de constitution. Et que faisons-nous? Ces retraités vont-ils continuer à être maltraités? Si on prend ce cas, quand ils ont voulu faire des sittings en novembre, devant la primature et devant les sièges des préfectures à l'intérieur du pays, mais le président du Sénat les a reçus, les a conseillés d'aller vers le dialogue, d'abandonner la voie de la confrontation. Mais ça a donné quoi? Nous avons vu le budget, la loi des finances 2026, elle a programmé quoi? 66,4 milliards de francs CFA pour les cotisations sociales de la CREF. Mais ça ne peut permettre de payer 5 mois de pension. Est-ce qu'on peut faire un budget en prévoyant de ne pas payer 7 mois de pension aux retraités? Non, c'est inacceptable. Et je crois qu'il faut que les retraités en prennent conscience et voient généralement comment on devrait pouvoir avancer et comment on devrait pouvoir régler ce genre de problème. Alors, nous allons passer au point suivant. Je l'ai intitulé volontairement, et vous allez comprendre pourquoi. Atteinte à la dignité des Africains, atteinte à la dignité des Congolais. Pourquoi je parle d'atteinte à la dignité des Congolais, des Africains? Parce que vous avez suivi le débat qu'il y a au Congo avec cette information qui a été donnée par RFI à travers ce qui se passe en Norvège sur les problèmes de pétrole liés au Congo, où semble-t-il qu'on a déclaré que près de 25 millions de dollars auraient été versés au président de la République et à certains membres de sa famille, ce qui fait quand même une rondelette somme de 14 milliards de francs CFA. Et nous voyons comment le ministre Thierry Mungala, je l'ai encore suivi sur France 24, c'est pour monnaie, etc. Non, je crois qu'au-delà de ce qui se dit, parce que on semble dire qu'il y a une période électorale, il y a une campagne qui a été, c'est pas RFI qui agit pour perturber la campagne au Congo. Hein. Je crois que c'est une information qui est donnée. Il s'agit de savoir si l'information est vérifiable ou pas. Il ne faut pas accuser de
viande ou de ne sais quoi. Mais non, moi j'ai réfléchi. Pourquoi? Mais parce que je me suis souvenu, et j'ai tenu à revenir là-dessus, je me suis souvenu des informations qui avaient été données, selon lesquelles le président américain Donald Trump avait fait une déclaration fracassante sur le comportement des dirigeants africains. Et j'ai essayé de revenir sur ça. Je vais d'ailleurs vous en lire quelques extraits pour dire que les dirigeants africains doivent parfois se rendre compte qu'à travers leurs actes, qu'à travers leur gestion, à travers leur gouvernance, ben, ils poussent parfois à ce que les Africains soient indignés, parce que ce n'est pas du tout normal. Et moi, je vais vous donner, parce qu'il y a un premier aspect que j'ai pris sur ce volet. On avait parlé même d'un coup de tonnerre lancé par le président Donald Trump. Et à mon avis, il faut qu'on revienne là-dessus. Alors, quand j'ai repris les éléments sur les réseaux sociaux, j'ai pu lire ceci. Le président américain Donald Trump vient de taper du poing sur la table face à la corruption et à la mauvaise gestion en Afrique. Dans la journée du 17 février, entendu 17 février 2025, il a signé un décret qui consiste à bloquer tous les avoirs privés et les appartements que les politiciens africains ont achetés aux États-Unis. Vous voyez bien. Par ailleurs, le président Donald Trump a également déclaré ceci. Les enfants des présidents et ministres africains n'ont plus le droit de venir faire des études aux États-Unis. Ils doivent étudier chez eux en Afrique pour contribuer à la croissance de leur pays. C'est très important. C'est le président Trump qui parle, en fait, qui donne des leçons aux présidents africains, parce que ce n'est pas normal. Et, d'après les commentateurs, cette déclaration est un coup dur pour les présidents africains qui ne veulent rien faire pour développer leur pays. L'Afrique est actuellement le seul continent pour lequel les présidents et les ministres pillent les richesses de leur pays. Je dis bien, pillent les richesses de leur pays pour aller s'acheter des appartements de luxe en France, aux États-Unis et au Canada. Toutes les familles des autorités africaines ont des appartements de luxe en Occident. Et ils font la belle vie au moment où le reste de la population souffre. Est-ce que c'est un faux constat? Ce que le président Trump décrit ici. Mais c'est ce que nous décrivons régulièrement. Et il continue. Les présidents et les ministres africains sont les seuls au monde qui envoient tous leurs enfants étudier dans les grandes universités en France, aux États-Unis et au Canada, au moment où le reste de la population étudie dans les universités délabrées de leur pays. Ça aussi, est-ce que c'est faux? Ça aussi, est-ce que ce constat est faux? Fait cette fois-ci, non pas par un opposant radical du Congo, pas fait par un opposant en Afrique, mais fait par le président Donald Trump sur la situation. Alors, il ajoute ceci. Ils ont refusé de construire de bonnes universités pour leurs étudiants. Les présidents et les ministres africains sont également les seuls au monde qui quittent leur pays pour aller se soigner aux États-Unis, en France ou au Canada, au moment où leur population se soigne dans les hôpitaux délabrés de leur pays. Au moindre malaise, les présidents et les ministres africains prennent leurs avions pour aller se soigner en Occident. Quel point commun entre le président camerounais Paul Biya, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta ou encore le roi du Maroc Mohamed VI? Tous
ont pour habitude de se faire soigner hors de leur pays, en Europe très souvent. Ils ne sont pas seuls, la pratique est très répandue chez les présidents africains et cela suscite de plus en plus de critiques dans leurs opinions publiques. Seydi Kaba, vous avez signé récemment une chronique acerbe dans les colonnes du Monde Afrique contre ces présidents qui se font soigner hors de chez eux. Pourquoi sont-ils aussi nombreux à aller en Europe, par exemple, pour se faire soigner? Parce que simplement, dans la plupart des cas, les présidents n'ont pas construit dans leur pays des systèmes de santé adaptés qui leur auraient permis de venir recevoir le soin. Il y a les présidents, il y a toute l'élite au pouvoir qui n'a quasiment aucune connaissance de l'état de santé dans les infrastructures qui sont devenues plus de mouroirs que de véritables structures de santé. Et l'attitude de ces chefs d'État et de leur famille, c'est de prendre aussitôt qu'ils sont malades un avion pour Paris ou pour Londres ou pour Madrid, donc laissant les autres citoyens confrontés à ces systèmes de santé dont l'état est lamentable. Mais ce n'est pas un problème de moyens? Peut-être que ces hôpitaux ne sont pas équipés comme il le faut. Oui, parce qu'ils n'ont pas choisi de les équiper, parce que le coût de leur évacuation sanitaire aurait permis sur le long terme de construire de véritables structures de santé. L'évacuation, l'affrètement d'un avion médicalisé Bamako-Paris, par exemple, revient à plus de 120 000 euros. Donc, vous voyez, si cet argent-là avait été épargné et investi localement, il aurait permis à nos pays d'avoir des structures de santé où les chefs d'État peuvent venir se soigner. Un pays comme l'Algérie, dont le président part se soigner à l'étranger, avait, par exemple, il y a 2 ou 3 ans, près de 100 milliards de dollars de chiffre d'échange. Cet argent aurait pu être investi dans la construction d'un hôpital de santé de référence qui aurait évité au président Bouteflika de venir se soigner en France. Et ces séjours à l'étranger pour se faire soigner coûtent très cher. Qui paye? C'est le trésor public. C'est justement, on ne peut pas expliquer aux citoyens à Abidjan, à Ouaga ou à Dakar que dans les urgences des hôpitaux, il n'y a pas le minimum pour prendre en charge les patients et dans le même temps prélever des sommes importantes. Une longue hospitalisation à l'hôpital américain de Neuilly à région parisienne peut revenir jusqu'à 300 000 euros, l'équivalent de 200 millions de francs. Donc c'est des sommes énormes qui sont prélevées sur l'argent, sur le trésor public, sur les maigres ressources et qui auraient été plus utiles dans la construction des structures de santé qui auraient permis au président de se soigner sur place et de permettre à leurs concitoyens d'accéder à des soins essentiels. Comment réagissent les opinions publiques face à ces voyages extrêmement coûteux et aussi au fait que, effectivement, vous en parliez, il y a des citoyens qui meurent à l'entrée de maternité, par exemple, à Douala, pour le cas de cette jeune femme. Comment est-ce que c'est vécu aujourd'hui à l'heure de l'information continue, des réseaux sociaux, etc. Justement, il y a quelques années, quand les présidents le faisaient, c'était une sorte de secret, le président est absent, on ne sait pas où il est allé. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les informations sont aussitôt répercutées dans les capitales africaines. On se souvient tous, lorsque les Maliens ont appris que Ibeka est venu se soigner, les gens ont lancé le mouvement tous au Val-de-Grâce. Ça veut dire que tous les Maliens n'ont qu'à venir désormais se soigner au Val-de-Grâce en critiquant le choix du président de venir se soigner ici, alors qu'en 2014, il avait pris 30 millions d'euros du trésor malien pour acheter un avion. Donc, il y a un sentiment de révolte qui, à mon avis, va aller grandissant parce que la société africaine a changé. Il y a aujourd'hui une société civile qui est beaucoup plus exigeante. Il y a une jeunesse qui est à l'heure des réseaux sociaux qui ne peut plus accepter que les choses continuent en cette période. Les mœurs ont changé et les pratiques des présidents africains aussi doivent changer. Sinon, ils subiront la faute de leur population. Est-ce qu'il y a une méfiance aussi vis-à-vis du système de santé, enfin des médecins locaux? Oui, il y a un préjugé, y compris de la part des chefs d'État, qui pensent que le secret va être moins préservé si à Niamey ou à Abidjan ou à Dakar, on connaît la maladie dont souffre le chef de l'État. C'est tout à fait le contraire. À mon avis, lorsqu'il va se soigner à l'étranger aussi, les gens savent de quelle maladie il souffre, sans compter la dimension spéculation. Il y a une spéculation. Aujourd'hui, on dit il y a toujours une rumeur disant que est-ce que Bouteflika est décédé, est-ce qu'il est malade? S'il était dans son pays, les gens auraient peut-être plus d'informations, seraient plus fixés. Donc il y a ce côté préjugé, il y a ce côté manque de confiance en soi, manque de confiance dans les infrastructures de son pays. À mon avis, il appartient au président de donner l'exemple de la confiance dans les structures de son pays pour que les autres citoyens suivent. Merci Seydi Kaba. Retrouvez en ligne d'autres articles sur ce sujet. À bientôt. Et l'analyste dit,
cette décision de Donald Trump va désormais contraindre les présidents africains à bien gérer leur pays. Et c'est là où moi je considère dans le commentaire que je fais que la dignité des Africains, la dignité des Congolais, parce que quand on suit ça, on se retrouve bien dans ce qui se passe au Congo. Les évacuations sanitaires, les enfants dans les grandes universités, etc., pour laisser... Non, je crois que ça ne devrait pas continuer. Et lorsqu'on aborde un problème comme celui dans lequel la famille présidentielle est mise en cause au niveau de la Norvège, etc., mais je crois qu'il faut avoir le contour réel de la situation. Maintenant, s'agissant du Congo, j'ai retrouvé un élément dans mes archives. Et je souhaite que les Congolais soient informés de ça. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un témoignage de Loïc Le Floch Prigent, qui a été pendant longtemps PDG d'Elf Congo, et donc qui a suivi les problèmes de gestion du pétrole au niveau de notre pays et certainement d'autres. Maintenant, l'élément qui a frappé au moment où Loïc Le Floch, que Dieu ait son âme, a fait cette interview, après qu'il ait publié son livre « Carnet de route d'un Africain », dans ce livre, il a fait ressortir quelque chose qui nous touche sérieusement. Parce qu'il révèle que lorsqu'il a négocié les contrats pétroliers avec les Africains, le seul président, je dis bien, le seul président qui ne lui a pas demandé d'enveloppe à l'époque pour lui-même, c'est le président Idriss Déby. C'est le président Idriss Déby. Et il a dit que lorsqu'il s'est adressé au président Idriss Déby, le président Idriss Déby a dit, écoutez, en bonus d'entrée, on lui a posé la question, est-ce que vous pourrez verser 1 million de dollars? Et il a proposé, le président Déby, que le bonus qui semble-t-il revenait à 1 million de dollars, que cela soit déposé au trésor tchadien. Au trésor tchadien. Et on lui a posé la question, s'il n'y avait rien de plus à ajouter. Idriss Déby a dit qu'il n'y a rien de plus à ajouter. Et Loïc Le Floch raconte que c'est la première fois et la seule que ceci lui est arrivé. Et je continue. On pose la question à Loïc Le Floch déjà. Ce qui veut dire que les autres présidents des pays pétroliers que vous avez fréquentés, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, en Angola, au Gabon, en Guinée équatoriale, eux, ils voulaient un bonus pour eux-mêmes. Écoutez bien la question. La question a été posée à Loïc Le Floch Prigent de savoir ce qui veut dire que les autres présidents, c'est-à-dire en dehors du président Déby, les autres présidents des pays pétroliers que vous avez fréquentés, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, en Angola, au Gabon, en Guinée équatoriale, eux, ils voulaient un bonus pour eux-mêmes. Écoutez la réponse du PDG d'Elf à l'époque. Oui, je crois que ce n'est un secret pour personne. D'ailleurs, écoutez, ça m'a vraiment donné la chair de poule. D'ailleurs, tout le monde sait que le Nigeria, l'Angola, le Congo-Brazzaville et autres, tous ces pays sont corrompus et donc les premiers corrompus sont les présidents de ces États. Appréciation du PDG d'Elf Aquitaine à l'époque. Je reprends. Oui, je crois que ce n'est un secret pour personne. D'ailleurs, tout le monde sait que le Nigeria, l'Angola, le Congo-Brazzaville, tous ces pays sont corrompus et donc les premiers corrompus sont les présidents de ces États. Et le journaliste lui pose la question. Et alors, cet argent qu'il vous réclame, vous le versiez sous quelle forme? C'est là où ça devient plus intéressant. Et Le Floch répond, dans les comptes offshore. Ça se passe très bien et sans difficulté. Ça continue à se faire d'ailleurs. Dans les comptes offshore
Ça se passe très bien et sans difficulté. Ça continue de se faire. Ça fait penser à quoi? Mais ça fait penser à la dernière réunion, le dernier sommet des pays de la CEMAC qui s'est tenu à Brazzaville, où il a été recommandé à chaque État de rapatrier les fonds qui se trouvent à l'extérieur. Son nom reste associé aux affaires, 28 mises en examen, le scandale Elf et sa condamnation à 5 ans de prison ferme pour abus de biens sociaux et de crédit, abus de pouvoir, 5 mois de prison au Togo pour une autre affaire d'escroquerie cette fois. Il a aussi dirigé plusieurs fleurons de l'industrie française, notamment sous François Mitterrand, Rhône Poulenc, Gaz de France, la SNCF, Elf. C'est aussi l'un des Français les plus connus en Afrique. Bonsoir Loïc Le Floch-Prigent. Bonsoir. Vous sortez un livre, Carnet de route d'un Africain. C'est paru aux éditions Elitel. Quand on vous lit, on ressent de l'amertume, du désespoir pour ce continent. Pas du tout. Vous dénoncez quand même les coups d'État, les conflits ethniques, les élections truquées. C'est un tableau quand même assez noir du continent. Aucune amertume, mais au contraire, beaucoup d'amour pour l'Afrique, avec le sentiment que l'Afrique doit s'en tirer, peut s'en tirer. Simplement, il ne faut pas être dans le déni de réalité. Il faut regarder, et j'ai regardé l'Afrique pendant plus de 20 ans, et il y a effectivement un certain nombre de problèmes. Tous ne sont pas d'origine africaine, beaucoup sont d'origine occidentale. Mais il faut se confronter à ces problèmes. Et voilà, vous le dénoncez à travers ce livre. Vous avez côtoyé évidemment de nombreux chefs d'État africains. Vous confiez plusieurs anecdotes. D'abord, sur le Gabon, Omar Bongo par exemple, il se méfiait de tout, dites-vous, notamment de son entourage. Et vous nous apprenez qu'il avait un goûteur, finalement, comme le pape. Absolument. Et lorsque on déjeunait avec lui, il avait un menu spécial. On voyait quelqu'un qui allait prendre les plats qu'il désirait avant que ceux-ci arrivent jusqu'à sa bouche. Ce qui n'était pas notre cas. Nous étions vraisemblablement complètement la nourriture d'ordinaire. Il y a un président avec qui vous affichez votre proximité, c'est le Congolais Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis bientôt 20 ans maintenant. Est-ce que vous avez encore des contacts avec lui? Non, parce que je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il change la Constitution, qu'il fallait qu'il se retire. Et il m'en a voulu énormément, à juste titre, puisqu'il a envie de rester. Il a trafiqué le scrutin de la Constitution, puis il a trafiqué encore le scrutin qu'il a fait réélire, puisqu'il a eu de l'ordre de 8% des voix lors du scrutin présidentiel. Il s'est fait réélire, et je continue à penser... Ce sont de graves accusations quand même que vous portez contre lui. Pas du tout. Tout le monde sait ce que je dis, simplement personne n'a envie de le regarder. Il est encore au pouvoir, et je pense que ce n'est pas pour le bien ni de lui-même, ni du Congo-Brazzaville. Personne ne veut regarder. Ça veut dire quoi? Qui est en cause là-dedans? L'Union européenne, la France, les États-Unis, tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des élections, on dit je vais organiser le scrutin, je vais regarder le scrutin. On regarde le scrutin, et puis au moment où on dépouille le scrutin, on s'en va. On dit c'est pas notre travail. Bon, ça c'est de l'hypocrisie complète. C'est cette hypocrisie qui a conduit aussi bien le référendum sur la Constitution que l'élection de Sassou Nguesso. Et c'est absurde. C'est hypocrite, c'est stupide. Vous nous racontez aussi évidemment les contrats pétroliers que vous avez signés dans les années 90. Au Tchad, il y a un événement qui va vous surprendre. Idriss Déby, finalement, lui ne demande rien pour lui. Vous dites à ma grande surprise, et ce sera la première et la dernière fois sur le continent. Absolument. C'est un contrat nouveau. C'est la première fois que Elf arrive au Tchad, puisque ceux qui sont là sont les Américains et Shell. Et je dis, bon, qu'est-ce que je dois faire comme bonus? Et d'habitude, comme bonus, il y a le président qui dit, ben voilà ce qu'il faut faire. Et lui, il dit, non, tu envoies ça au Trésor, et une somme qui était relativement modique. Il était tellement content que je reprenne en main les opérations pétrolières au Tchad pour arriver à produire. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait après même être parti de Elf, qu'il était prêt à tout. Et j'ai trouvé ça assez remarquable pour pouvoir le dire. Et aujourd'hui, vous fustigez Idriss Déby comme un despote accroché au pouvoir. Oui, parce que je pense qu'il aurait fallu qu'il parte. Je pense que dans la démocratie, il y a le respect de la minorité et il y a l'alternance. Et donc, il faut
permettent l'alternance. Et or, la constitution des États africains dit au bout d'un certain nombre de mandats, on s'en va. C'est ça l'Union africaine, c'est ça qui a été l'origine de cette loi. Et chacun des despotes a envie de rester au pouvoir, change la constitution. Je trouve ça détestable. Alors justement, vous dites l'Afrique est immuable. Finalement, car elle est corrompue, vous dites le pillage interne et externe des richesses africaines n'a jamais cessé, le monde occidental est bien trop occupé à valoriser les ressources du continent pour se soucier des hommes. Vous avez participé aussi à ce système-là. J'ai essayé, et je l'ai démontré, de faire en sorte qu'il y ait un partage équitable entre ceux qui allaient aux collectivités nationales et ceux qui allaient à ELF. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et si jamais aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de raffinerie suffisante sur ce continent, c'est parce que l'Occident n'a pas envie qu'il le soit. Or, moi, j'ai essayé d'investir dans les raffineries, j'ai fait les raffineries. Vous n'avez pas exploité ce à l'époque, et elles sont exploitées au Gabon, elles sont exploitées à Abidjan, en Côte d'Ivoire, elles sont exploitées, mais elles sont trop petites. Et donc, aujourd'hui, ce continent exporte son brut et importe des produits pétroliers, ce qui est complètement absurde. J'aimerais vous entendre, on a très peu de temps encore, sur le rôle de la France. La position de la France est fondamentale, dites-vous, le pays où l'affection pour l'Afrique était le plus intime. Pourtant, plus loin, vous dénoncez l'intervention de la France au Mali et en Centrafrique. Vous dites, est-ce à nous de décerner la palme de l'indignation ou de l'indifférence? Ça, c'est pour François Hollande? Oui. Absolument. Je pense qu'il fallait faire une politique africaine. Il ne fallait pas considérer que la politique africaine était uniquement une politique d'intervention. Il y avait d'autres choses à faire. Et l'essentiel pour moi, c'est l'éducation. Et il fallait qu'il y ait une grande politique sur l'éducation en Afrique. Cette politique n'a pas été menée par la France. Et c'est vraiment un désastre. Carnet de route d'un Africain, signé Loïc Le Floch-Prigent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et vous voyez bien que je n'épingle aucun président. C'est Loïc Le Floch-Prigent qui a vécu les faits, qui a contribué au versement de l'argent. Et le journaliste dit, en fait, ce sont des virements bancaires. Et le Floch répond, mais bien sûr. Donc, vous voyez que le phénomène de la corruption que nous évoquons assez souvent, qui se pose, mais il est bien connu. Il est bien connu du monde occidental. Les corrupteurs, c'est eux. Les corrompus, c'est les Africains. Évidemment, on dira qu'il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs et que c'est tout le monde qui devrait être sanctionné. Mais c'est là où je dis justement, tout le monde devrait être sanctionné parce que on ne peut pas tolérer ce genre de choses et on ne devrait pas. Donc, quand je suis le ministre Thierry Mongala parler avec une certaine légèreté, même une certaine ironie des biens mal acquis, de la corruption, en voulant présenter les choses comme si ça n'existait pas et que c'est des attaques personnelles qu'on faisait. Mais on a des témoignages, on a des preuves ici, on continue, on peut avoir davantage. Que cherchons-nous? Aussi bien que lorsque je suis le ministre Thierry Mongala qui a pris la responsabilité d'en parler au niveau du gouvernement, c'est la deuxième fois que j'en parle parce que moi je pense que si la justice est indépendante, nous ne demandons pas à la Norvège parce que la Norvège a bien dit, mais ce sont les intérêts du Congo et des Congolais qui ont été lésés. Donc la responsabilité devait être celle de l'État congolais pour chercher à défendre les intérêts du Congo et de l'État. Et si d'aventure, l'État ne prenait pas cette responsabilité, mais si on avait des contre-pouvoirs, à savoir par exemple le Sénat, à savoir l'Assemblée nationale, mais ces problèmes devraient être posés là-bas. Et l'autre volet, ça, on devait être si on était dans une situation de l'indépendance de la justice, mais la justice devait s'auto-saisir de ce genre de dossier. Alors moi j'entends, parce qu'assez souvent, j'ai suivi une fois le Premier ministre Anatole Koulibaly-Makosso, lorsqu'il était en France, dire qu'il n'y a pas de plainte au Congo sur ces dossiers. Mais il n'y a pas de plainte parce que l'État bloque les plaintes. C'est pas parce que les dossiers manquent. Prenons rien que le dossier des 14 000 milliards. Prenons rien que le dossier des malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture.
Prenons rien d'autre que les révélations faites par les Panama Papers sur les 6 Congolais qui détiendraient 5 500 milliards. La corruption existe bien au Congo. Et moi, je ne m'empêche pas chaque fois que je le peux de dire que dans son discours d'investiture en 2009, le président Sassou avait déclaré qu'il ne surprend personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est pas, hélas, exemple de corruption, de concussion, de fraude, de détournement des deniers publics et autres. Et il a bien précisé, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Alors, on devrait prendre le problème d'une manière qui nous permette de combattre ça, d'autant que le projet de société qui s'exécute, je suppose que c'est celui-là qui continuera à s'exécuter, se dénomme ensemble poursuivons la marche, entendue en marche vers le développement. Mais on ne peut pas rechercher le développement, tolérer les détournements de fonds publics, la corruption, etc. Je dis même tolérer, c'est faible. Protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers et après on est surpris de la crise. Mais c'est à cause c'est à cause de cette mauvaise gouvernance que nous nous retrouvons dans cette situation et qu'on devrait. Donc moi j'attire l'attention du ministre Thierry Mongala et chaque fois que nous aurons l'occasion de faire la remarque, nous la ferons. Reconnaissons, parce que je crois que ce n'est pas dans notre culture de demander pardon, mais on devrait au moins aller vers une démarche où on demande pardon et on prend l'engagement d'arrêter tout ça. Disons des slogans, plus de détournements, plus de vols. On dit en théorie, corruption, tolérance est zéro. Mais dans les faits, c'est pas ça. C'est en termes de langage et il apparaît un paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait et ce n'est pas une très bonne chose. Maintenant, l'autre problème que je vais essayer d'aborder, toujours dans le cas de l'actualité, c'est la clarification au niveau de ce qu'on appelle le statut de l'opposition congolaise. Ça fait généralement beaucoup de débats et moi-même j'ai souvent été accusé des collègues comme donnant des cartons d'opposants. Non, je ne donne pas des cartons d'opposants. La loi est claire, c'est la loi, je l'ai sous les yeux, c'est la loi 28 2017, 17 juillet 2017, déterminant le statut de l'opposition congolaise. Et nous avons assez souvent eu des débats là-dessus. Cette loi dit quoi? Dans l'article 1er, alinéa 2, l'opposition politique est constituée par l'ensemble des partis ou des groupes ou des groupements de partis politiques ne soutenant pas l'action du gouvernement. Cet article donne lieu à beaucoup d'interprétations. Elle a donné lieu à beaucoup d'interprétations lorsque le ministre Fila est rentré au gouvernement. Et il semble qu'à l'époque, l'attitude, l'interprétation, c'était de dire on ne peut pas être opposant et être au gouvernement. Après, ça a évolué. Lorsque l'UPADES est rentré au gouvernement, on est revenu sur ce débat. Non, dans d'autres pays, on nous a cité des exemples, etc. Et on est dans un pays curieux, où on est arrivé à vivre des expériences, et sinon des témoignages, où des acteurs politiques se disant opposants font appel à la candidature du président de la République, alors que s'ils sont opposants, ça veut dire qu'ils sont opposants au président de la République. Et on se demande, s'ils ont créé un parti, c'est pour rechercher le pouvoir et essayer d'avancer. Et assez souvent, on a été surpris. Maintenant, j'ai été très heureux de voir et de vivre ce qui s'est passé ces derniers temps. Pourquoi? Mais parce que le PRL, le parti présidé par le ministre Nick Fila, a fait sa 3e convention, je crois. Et au cours de cette convention, le PRL a décidé de soutenir le président Denis Sassou Nguesso à l'élection qui va avoir lieu le 12, je crois, et le 15 mars 2026. Évidemment, la réaction des gens pouvait être de dire est-ce qu'on peut être opposant et soutenir le président de la République? Surtout qu'on est dans un contexte où assez souvent, l'opinion nous reproche d'être opposant le jour et collaborateur la nuit. Et c'est une expression qui choque beaucoup de nos frères qui se disent opposants, etc. Et c'est en ça que j'ai apprécié la manière avec laquelle le président Fila a apporté la clarté dans ce débat. Pourquoi? Mais parce qu'il a écrit au ministre, au président au chef de file de l'opposition congolaise, qui est en même temps responsable de l'UPADES,
il a adressé une correspondance. Je ne parlerai que de l'objet de la correspondance. Objet, retrait du Parti républicain libéral du cartel de l'opposition politique congolaise. Il s'est retiré. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça nous fait avancer vers la transparence, vers la clarification. Évidemment, ça doit être gênant. Pourquoi? Mais parce que ça fait apparaître clairement qu'à l'épreuve, le président Fila du PRL s'est rendu compte qu'il était difficile d'être membre du gouvernement et opposant. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les gens défilent soi-disant pour défendre le bilan. Ben, vous ne pouvez pas dire que vous êtes opposant et puis vous venez défendre le bilan de celui qui a fait de vous membre du gouvernement, mais qui a dû mettre en pratique une politique que votre parti ne soutient peut-être pas, que vous prétendez soutenir en tant qu'individu. Et ça repose le débat, parce qu'au Congo, on n'aime pas souvent les débats. Lorsque j'ai essayé de donner une illustration au président du PADES maintenant, Pascal Tsatima Biala, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites, mais le débat est relancé. Peut-on être à la fois opposant et membre du gouvernement? Et surtout que la loi dit clairement que l'opposition, c'est ceux qui ne soutiennent pas l'action du gouvernement. Mais quand vous soutenez l'action du gouvernement, c'est vrai qu'on dit que il est astreint, le ministre est astreint à la solidarité gouvernementale, mais si vous êtes astreint à la solidarité gouvernementale, votre gouvernement a quelques difficultés à expliquer, à vivre un certain nombre de choses. Donc, nous avons été très heureux de voir cette lettre. Nous pensons que dans les rangs de l'opposition, les choses devraient se clarifier. Vous ne pouvez pas dire que vous soutenez le président Sassou, vous l'appelez à la candidature, vous la soutenez, et quand il est réélu, puisque assez souvent dans la coutume ici, comme quelqu'un avait dit, on ne peut se présenter pas à une élection dont les résultats sont connus d'avance, et ça se joue souvent en termes de pourcentage. Je crois que quand on a vu ce qui se passe au Cameroun, quand on voit ce qui se passe dans beaucoup de pays, je crois que dans beaucoup de pays africains, les pourcentages en termes de résultats aux élections, ils dépasseront certainement les 100%. Ça pourrait être 120, 130%, tellement l'amour du peuple pour ses dirigeants est tellement grand, tellement fort, qu'ils vont aller vers des plafonds qui étaient inimaginables. Donc, je voulais également profiter de cette occasion pour non seulement parler de la lettre du président Nicéphore Saint-Eudes au chef de file de l'opposition, mais ça pose le problème de l'opposition en général. Et si le problème est posé pour les PRL, il peut être posé pour l'UPADES, mais il ne faut pas qu'on ait honte d'avoir ces débats. Il faut que cette clarification ait lieu, que l'interprétation soit la même pour tous, que l'on avance, mais qu'on puisse aller de l'avant. Donc voilà un peu au niveau de ce sujet sur la clarification, et je crois que maintenant, l'autre aspect que nous allons aborder, qui fait le buzz, qui a fait le buzz depuis jeudi, ben c'est l'annonce de la candidature du président Denis Sassou Nguesso, qui ne faisait l'objet d'aucun doute, puisque nous savions, etc. Mais en fait, nous revenons un peu à chaud, parce que nous aurons certainement des analyses à faire. Parce qu'il faut suivre la programmation de tout ce qui se passe. En toile de fond, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a que le PCT et le président Sassou se battent absolument pour la conservation du pouvoir, pour la conservation coûte que coûte du pouvoir. Et nous pouvons regarder ce qui s'est passé depuis 1997. Tout ce qui s'est passé pour que l'on rentre dans cette guerre, pour que cette guerre qui s'est terminée autour du 15 octobre 1997, mais entre-temps, après qu'elle se soit terminée, on a vu l'abrogation de la Constitution du 15 mars 1992. Parce que la Constitution du 15 mars 1992, qui avait été élaborée conformément aux orientations de la Conférence nationale, prévoyait pour ce qui est du mandat présidentiel, un mandat de 5 ans rééligible une fois. Donc il y avait, en termes de principe, le respect de l'alternance démocratique, qui est extrêmement importante et capitale dans une démocratie. On voit par exemple aux États-Unis,
Le président Bill Clinton a fait 2 mandats. Est-ce que ça veut dire que si la Constitution permettait un 3e mandat, il n'aurait pas été élu? C'est possible. Le président Bush aussi a fait 2 mandats. Le président Barack Obama a fait 2 mandats. Mais est-ce qu'à la fin, quand il quitte le pouvoir, les résultats ne sont pas bons? On a vu aux États-Unis, quand le président Barack Obama a quitté le pouvoir, il a laissé le pays dans de très bonnes conditions. Et nous le savons tous. Nous le savons tous. Alors donc, cette affaire de limitation des mandats pose des problèmes au Congo. De sorte que quand on a abrogé la Constitution du 15 mars 1992, on a adopté un acte fondamental qui, semble-t-il, devait remettre de l'ordre pendant une période de transition de 3 ans. Mais finalement, cette transition a duré 5 ans. Après, on est parti vers les élections générales. On a voté d'abord une nouvelle constitution, celle du 20 janvier 2002. Mais dans la constitution du 20 janvier 2002, il faut déjà reconnaître qu'il y a des dérives qu'il fallait noter. Et parmi ces dérives, il y a le fait qu'il y avait le verrou sur l'âge. Le verrou sur l'âge visait en fait, il faut le dire franchement, visait à éliminer Bernard Kolela, Pascal Lissouba, Jean-Jacques Serge, Joachim Yongi Opango et les autres. C'était ça le verrou de l'âge. On a dit qu'il ne fallait pas avoir plus de 70 ans, tout ça. Donc c'était fait, taillé sur mesure. Et ensuite, il y avait, au niveau de l'article 185, un verrou qui consistait à dire qu'on ne pouvait pas réviser la Constitution en ce qui concerne le nombre de mandats. Les choses étaient clairement dites. Bon. Mais finalement, on a fait la Constitution du 20 janvier 2002 prévoyait que pour le président, un mandat présidentiel de 7 ans, une fois renouvelable. Mais dès qu'on a commencé à approcher en 2014 la fin du 2e mandat du président Sassou, et c'est là où il y a eu l'instrumentalisation des populations appelées sages qui voulaient absolument que le président Sassou continue, comme ils ont l'habitude de dire, c'est le seul expérimenté, c'est le plus expérimenté, c'est le seul qui pouvait amener le Congo à l'émergence à l'horizon de l'année 2025. On y est, mais on n'est pas à l'émergence. C'est le seul qui pouvait garantir la stabilité, etc. Et quand je regarde les statistiques au niveau du Parti congolais du travail, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, ils ont pratiquement plus de 600 000 militants, semble-t-il. Et quand on regarde le recensement de la population, qui a donné une population de 6 142 180 habitants, donc on ne peut pas continuer à tenir le raisonnement selon lequel le président Sassou est le seul, il est le seul, mais il y a la Constitution qui est là. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a voulu aller au changement de Constitution. La société congolaise a été divisée en 2. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un verrou. Et on s'est rendu compte aussi, c'est bien plus tard qu'on a découvert que le président de la République avait envoyé des émissaires auprès de Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel de France à l'époque, pour voir comment on pouvait modifier, pour lui permettre de se maintenir au pouvoir. Ça veut dire qu'en fait, la volonté de demeurer au pouvoir, c'était un projet du président Sassou, soutenu par les militants et les responsables du Parti congolais du travail. Et quand on a consulté Jean-Louis Debré, la réponse de Jean-Louis Debré était claire après avoir lu notre constitution du 20 janvier 2002. Il a dit, ce n'est pas possible si on veut respecter la loi. Et toute autre solution est exclue. La réponse est claire. Elle est limpide. Alors finalement, comment on a procédé? On a procédé on a fait qu'en septembre, je crois que c'est autour du 15 septembre 2015, le président Sassou a adressé une correspondance au président de la Cour constitutionnelle
pour demander s'il était fondé en se basant sur l'alinéa 3 de l'article 110, de consulter son peuple afin de faire évoluer les institutions. Il faut bien le noter, afin de faire évoluer les institutions. Je ne suis pas juriste, mais le peu que je connais du droit m'amène à dire qu'on n'avait pas besoin de changer de constitution pour faire évoluer les institutions et que la constitution du 20 janvier 2002, telle qu'elle était là, permettait en termes de révision de faire évoluer. Et en plus, on a voulu justement faire évoluer les institutions, c'est-à-dire en créer conseil consultatif de la jeunesse, de la femme, etc. À un moment où la crise économique et financière s'aggravait et qu'on devrait aller beaucoup plus à la réduction du train de vie de l'État qu'à l'augmentation des charges. Et on voit maintenant comment on peine à payer les fonctionnaires, comment on peine à payer les retraités parce qu'on n'a pas voulu. Bon, bref, on est parti, il y a eu le vote, etc. La Constitution a été votée, celle du 25 octobre 2015. Mais là où il y a eu, dès son entrée en fonction, elle est violée. Dès peu avant même, mais c'est le point culminant, c'est surtout le 14 août. Pourquoi je dis peu avant même, elle était violée? Pourquoi? Mais parce qu'après les élections générales, il fallait installer les bureaux de l'Assemblée. Il fallait installer le bureau du Sénat. Mais en respectant une des dispositions qui était fondamentale. C'était l'article 48 de cette Constitution qui disait clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique devait déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. Et par rapport à l'article 48 de la Constitution justement du 20 janvier 2002, il était précisé que l'inobservation de cette disposition entraînera la déchéance des fonctions conformément à la loi. D'abord, la loi d'application de ça n'a jamais été prise. Mais là, qu'est-ce qu'on a constaté? Donc, comme je disais, dès l'entrée en fonction du Sénat de l'Assemblée nationale, cette disposition n'était pas. Donc, on a violé la Constitution dès son entrée en vigueur. Il faut que les Congolais le sachent. Il faut que les Congolais le sachent. Maintenant, en plus, par rapport à ça, mais quand on regarde dans la pratique, et assez souvent, je suis revenu là-dessus, mais on a le Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi. Il ne l'était pas, on l'a dénoncé. J'ai introduit un recours à la Cour constitutionnelle. Elle s'est déclarée incompétente. Elle a pris la décision d'en faire une notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au premier ministre du gouvernement, au ministre de l'Intérieur. Ça n'a jamais été changé. Donc, depuis 2002, nos gouvernants ont violé dans l'impunité totale les lois et règlements en général, et particulièrement la Constitution. Et comme le PCP a toujours maintenu que le président Denis Sassou Nguesso soit le président du comité central, c'est-à-dire le président du parti, ça veut en fait dire quoi? Ça veut en fait dire que le PCT non seulement a violé les lois et règlements de la République, mais a violé la Constitution. Alors, la Constitution, c'est l'acte juridique suprême d'un État. C'est clairement le texte suprême qui se trouve tout en haut de la hiérarchie des normes. Et d'ailleurs, l'ensemble des règles d'un État doivent lui être conformes. Que contient donc la Constitution? Dans une Constitution, on trouve principalement deux types de règles. On trouve tout d'abord les règles qui déterminent la forme de l'État, qui déterminent l'organisation des pouvoirs publics, qui déterminent les conditions d'exercice du pouvoir. Concrètement, la Constitution prévoit ainsi l'organisation politique, en quelque sorte, du pays. Elle précise aussi quel est le rôle et les missions de chacun des organes d'un État. Par exemple, c'est la Constitution qui précise que la France est une république laïque, indivisible, etc., qu'elle est dirigée par un président de la République élu pour 5 ans au suffrage universel direct. C'est aussi la Constitution qui indique que la loi est adoptée par le Parlement selon telle procédure. La Constitution nous informe de quoi est composé le Parlement, en l'occurrence de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Elle précise par exemple comment sont élus les députés et les sénateurs. Elle parle également des pouvoirs du Parlement, du Premier ministre, etc. En bref, la Constitution fixe les règles d'organisation du pouvoir dans un État. C'est donc le premier type de règles que l'on peut trouver dans une Constitution. Ensuite, le deuxième type de règles que l'on trouve dans une Constitution, ce sont les règles relatives à la protection des droits fondamentaux des individus. En France, c'est la Constitution du 4 octobre 1958 qui fixe les règles d'exercice du pouvoir sous la Ve République. Alors, cette Constitution de 1958 comporte un préambule, une sorte d'introduction, et 89 articles. Dans ces articles, on trouve toutes les règles sur l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, qui c'est le président de la République, le Premier ministre, le Parlement, etc., le gouvernement, etc. Mais dans le texte même de la Constitution, on ne trouve pas de protection à proprement parler des droits fondamentaux. Et c'est la raison pour laquelle d'autres textes fondamentaux, qui protègent, eux, les droits fondamentaux, ont acquis une valeur constitutionnelle grâce à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est notamment le cas de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacre certains droits fondamentaux comme la liberté d'expression, le droit de propriété, etc. C'est aussi le cas du préambule de la Constitution de 1946, qui a été intégré par le Conseil constitutionnel, le bloc de constitutionnalité, et donc ce préambule de 46, de la Constitution de 46, consacre certains droits sociaux, comme par exemple le droit de grève. Tout cela forme ainsi ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Et pour assurer le respect donc de la Constitution, de ce bloc de constitutionnalité, un contrôle est effectué par un organe particulier, le Conseil constitutionnel. Et ce contrôle est appelé donc assez facilement, assez simplement, le contrôle de constitutionnalité. Et dans ce domaine, l'article 31 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017 dit clairement qu'en cas de violation des lois en vigueur, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend le parti concerné par voie d'arrêté et procède à la fermeture provisoire. C'est la question qui devient actuelle. Pourquoi le Parti congolais du travail n'est pas sanctionné? Est-ce parce que le ministre de l'Intérieur est membre du bureau politique de ce parti? Est-ce parce que c'est le président de la République? Est-ce qu'il y a une disposition qui permet au président de la République de faire en sorte que les citoyens ou les partis ne respectent pas la Constitution? Et à mon avis, c'est extrêmement préoccupant. Ça, c'est par rapport au niveau du Parti congolais du travail. Mais quand on vient au niveau du président de la République, je veux aussi être rapide là-dessus, puisqu'assez souvent je suis revenu là-dessus. Je vous ai déjà fait noter que le président de la République n'a jamais déclaré son patrimoine conformément à la loi. Il ne l'a pas fait en 2002. Il ne l'a pas fait en 2009. Il ne l'a pas fait en 2016. Il ne l'a pas fait en 2021. Le fera-t-il, puisque visiblement, tel que c'est parti, sa reconduction, c'est tellement un pourcentage de 99 ou peut-être même dépassant les 100% assurés. Le fera-t-il en 2026? Qu'est-ce qui se passe lorsque les gouvernants essaient de nous rappeler que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Ceci étant appuyé par l'article 15 de la Constitution, qui dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé, désavantagé. Mais enfin, je ne reviens pas sur tout ça, vous le savez très bien. L'autre aspect, mais le président de la République est président du Parti congolais du travail en violation de la loi. Et il le sait. Première question qui se pose par rapport à la situation adaptée, que chaque Congolais peut se poser. Est-ce que le président du Parti congolais du travail peut préparer et organiser une élection libre, équitable et transparente? Je dis non. Mais la preuve, vous avez la plupart des préfets, ce sont des membres du comité central du Parti congolais du travail. Ce sont les membres du comité central du Parti congolais du travail qui ont fait partie des congressistes qui ont soutenu
le maintien du président de la République comme président du Parti congolais du travail. Donc, vous voyez bien. Maintenant, quand je prends ces deux exemples, ça montre absolument pas. Mais ça montre que de façon claire, le président de la République a violé le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Lorsque le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation ne sanctionne pas le PCT, évidemment, le président de la République devait le rappeler à l'ordre. Mais ce n'est pas fait. On est dans un état de non-droit. On ne parle de la loi que lorsque ça intéresse certains ou ça règle leurs préoccupations. Sinon, de façon générale, le Congo, c'est un état de non-droit. Comment on fait? Comment on fait? Et c'est l'un des pays où un président de la République, je vous le dis, parce que faites le tour de tout, c'est un pays où un président de la République peut ne pas respecter le serment qu'il a prêté. Et comme on dit vulgairement, il n'a pas de problème. Mais dans d'autres pays, c'est la destitution. Parce qu'il s'agit là de ce que l'on appelle dans certains pays, les juristes peuvent le vérifier, peuvent le confirmer. C'est ce qu'on appelle la trahison. Et vous ne respectez pas votre constitution. Et après, vous venez parler au nom de la loi. Ah, la loi dit ceci. Ah, etc. Comment ça se fait? Donc, voilà. Maintenant, le volet qui vient après. Il concerne le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. J'ai déjà relevé quelques aspects qui le concernent. Premier aspect, il refuse de sanctionner le Parti congolais du travail conformément à la loi. C'est lui qui a préparé et fait adopter en 2017 cette loi 20-2017. Et c'est lui qui fait tout pour ne pas l'appliquer. Et c'est lui qui prend des textes pour reconnaître des partis qui ne sont pas conformes et qui veut, tout en sachant que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Bon, il vient pour exclure un certain nombre d'autres partis et essayer de constituer autour du pouvoir ce qu'on pourrait appeler un club des amis, etc., qui ne sont pas conformes parce qu'on a fait des enquêtes, que ce soit en termes de sièges dans tous les départements, que ce soit en termes de respect de l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui fait obligation. Et je crois que même au niveau de la loi sur la déclaration, l'obligation de déclaration de patrimoine, ils ont des problèmes. Parce qu'ils croient que lorsqu'on a fait la déclaration une fois, on reste... Non! Colline Makosso est nommé Premier ministre. Il forme un gouvernement. En ce moment-là, les ministres sortants doivent déclarer leur patrimoine. Un point doit être fait. Les ministres entrants doivent déclarer. Il y a un gouvernement Makosso 2. Les ministres et le Premier ministre doivent, parce que il doit avoir une structure qui doit suivre l'évolution de tout ça. Les amis, comme ils peuvent laisser 20-25 ans au gouvernement, ils croient qu'une fois. Mais malheureusement pour eux, l'expérience qui a été faite en 2021, où ils disaient que c'est 3 mois après. Non, c'est pas 3 mois. C'est lors de la prise de fonction. Et lorsque j'ai constaté
en 2021 que ce qui se faisait n'était pas conforme à la Constitution, j'ai introduit un recours qui m'a donné raison. Et la loi a été amendée. Je crois que c'est la loi 15 2024, je crois. Et depuis que la loi a été amendée, il n'y a plus, à quelque niveau que ce soit, de déclaration de patrimoine. De sorte que, quand vous prenez les institutions comme la Cour constitutionnelle, quand vous prenez les institutions comme le Conseil supérieur de la liberté de communication, toutes ces institutions ne sont pas conformes à la loi. Elles se présentent comme si elles étaient conformes. Non, relisez bien vos textes. Et nous les avons, nous les lisons. Surtout sur l'aspect des déclarations de patrimoine. Et j'attire l'attention, notamment sur cette situation, parce qu'il s'agit en fait d'un refus de combattre la corruption, d'un refus de combattre l'enrichissement illicite. Il suffit pour cela que vous repreniez le programme d'action gouvernementale d'Anatole Collinet-Makosso, vous allez découvrir que dans ce programme, Collinet-Makosso a relevé que l'obligation de déclaration de patrimoine est une disposition constitutionnelle. Et ensuite, il a ajouté, plus qu'un devoir de transparence, il s'agit d'une preuve de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de lutte contre l'enrichissement illicite. À partir du moment où il se refuse, mais moi je ne suis pas surpris, parce que j'ai lu le livre du défunt ministre Gabriel Ndjaïbia, où il relevait que lorsqu'il s'occupait de ces questions, que régulièrement, les membres du gouvernement, notamment ceux qu'il appelait les barons du gouvernement, ils étaient hostiles. Donc, en fait, la lutte contre l'enrichissement illicite, il faut le reconnaître. Et ça ne surprend pas les Congolais, puisque vous savez que ces gouvernants ont choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Et à notre avis, ça ne devrait pas nous surprendre. Donc, vous avez cette situation. Et quand le ministre Thierry Mongala sort ses arrêtés, etc., pour déclarer, mais il faut qu'il fasse attention avec les préfets qui ne sont déjà pas en conformité avec la loi. Il faut qu'il fasse attention pour que, par rapport à l'article 55 de la Constitution, par rapport à l'article 26 de l'article de la loi 20-2017, qu'ils fassent attention. Et ils se rendront bien compte. Ce n'est pas une affaire d'attaque de personnes, etc. C'est une affaire de préoccupation pour le respect des lois et règlements de la République. Donc, aujourd'hui, les Congolais ont de façon claire une situation qui est inédite, mais qui est préoccupante. Pourquoi? Parce que l'annonce par le président de la République du Congo, qui n'est pas en conformité avec la loi, dont le parti n'est pas en conformité avec la loi et devrait être sanctionné, est une référence, un repère historique que les Congolais doivent retenir. Ça veut en fait dire quoi? C'est le reniement de la Constitution. C'est le reniement de la loi fondamentale. Ça veut dire en fait que le PCT, le président de la République, considère qu'ils sont au-dessus de la Constitution. Ils sont au-dessus des lois et règlements de la République. Mais c'est leur volonté qui s'impose. Le président de la République veut coûte que coûte continuer à être dans cette position. Il peut violer, ne pas respecter le serment qu'il a prêté. Et à mon avis, c'est extrêmement grave. Et c'est là où on pose la question, où va le Congo? À l'époque, lorsque le préfet, directeur général de l'administration du territoire, nous a réunis le 12 juillet, nous lui avons posé la question. Je suppose qu'il avait transmis fidèlement aux autorités de notre pays cette question. Nous lui avons dit, le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République n'est pas en conformité. Que faisons-nous? Mais le président, je peux dire que tout ce monde est rattrapé. Il est rattrapé pourquoi? Parce que quand le président Denis Sassou Nguesso était à l'opposition en 92, il a fait la déclaration à ce meeting sur lequel on revient assez souvent en novembre 2012, dans lequel il a entre autres déclaré ceci. Cependant est vrai le fait que jamais, je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso n'a pas seulement violé la Constitution, mais il a violé le serment qu'il a prêté de la respecter et de la faire respecter. Et il a continué.
J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. La Constitution a été violée, les Congolais l'ont accepté, la déduction, les Congolais ne sont pas des démocrates. Et si on vous dit que vous êtes dans un pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature, il ne faut pas vous en plaindre. Il ne faut pas vous en plaindre. Et il a continué. Jamais, jamais, nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Mais avec ce que je vous ai dit, vous avez maintenant la preuve. Si depuis 2002, les gouvernants n'ont pas respecté les lois et règlements de la République, ça veut dire que depuis 2002, toutes les élections qui ont été organisées l'ont été dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. On peut considérer qu'il s'agit des élections hors la loi. L'élection de 2026 sera-t-elle une élection conforme à la loi ou hors la loi? Mais la réponse est claire. Vous avez les éléments. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Le PCT aurait dû être sanctionné. Et nous avons pour la première fois au monde, je crois, je souhaite discuter avec les juristes, c'est la première fois au monde où dans un pays qui se dit démocratique, on voit une personnalité qui a assuré les hautes fonctions du président de la République, qui a violé la loi, qui a violé le serment qu'il a prêté, avoir la possibilité de se représenter à l'élection présidentielle. Et vous avez le cas de figure qui fera que, au moment où le président de la République va être déclaré élu, il ne sera pas en conformité avec la loi. Et au moment où il va prêter serment, il ne sera pas en conformité. Où va le Congo? Où va le Congo? Surtout que dans son message sur l'état de la nation, en 2023, le président Denis Sassou Nguesso avait déclaré ce qui suit. Nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à faire le choix hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Je reprends. Nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à faire le choix hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Le président Denis Sassou Nguesso peut dire, expliquer aux Congolais, est-ce que c'est parce qu'il y a cette masse qu'on mobilise, etc., qu'on peut se permettre de violer la Constitution? Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat peuvent expliquer aux Congolais où sont les contre-pouvoirs, pourquoi ils ne jouent pas le rôle de contre-pouvoir qui leur est attribué. Il s'agit donc d'un système. Il s'agit d'un système dans lequel les Congolais sentent qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. La justice n'est pas indépendante. Le président de la République est au-dessus de la loi. Le Parti congolais du travail est au-dessus de la loi. La question, où allons-nous? Et que visons-nous? Où allons-nous? Que visons-nous? Alors, en termes clairs, ça veut dire que on peut donner une interprétation d'après l'analyse politique. Ça veut dire, il y a la loi. La loi, c'est pas fait pour nous. Vous faites du bruit en nous reprochant sur la loi, mais nous ne la respecterons jamais. Mais on vous met en garde, parce que nous sommes venus là par la force. Et nous sommes prêts à tout moment à utiliser le droit de la force sur la force du droit. Et c'est comme un avertissement qui est donné. D'ailleurs, vous avez vu, lorsque le directeur général de la surveillance du territoire avait fait son adresse lors du port des Galons, et il avait bien dit, faites vos meetings dans vos parcelles, boudez en silence, et si vous faites les meetings, si vous faites du bruit, si vous gênez, s'il y a les nuisances sonores, si vous gênez les voisins, on viendra vous arrêter chez vous. Donc, on est dans cette situation, une terreur qui est créée pour faire peur, pour faire en sorte que... Mais qui perd, c'est le Congo. C'est le Congo qui perd. Parce qu'on parle de paix. Mais que les gouverneurs expliquent aux Congolais pourquoi depuis 2016, depuis l'accord du pôle signé le 23 décembre 2017, pourquoi la paix n'est toujours pas revenue dans ce département? Pourquoi on parle des milices, d'affrontements entre la force publique et des éléments civils armés, tout ça? Pourquoi? Que veut-on exactement? Que veut-on exactement?
Alors, je ne sais pas si après ça, les gens reviendront vers le respect de la loi, ou bien ils ont choisi, ils ont fait le choix, carrément, de faire que le Congo devienne une république bananière. La loi, c'est quoi? On ne sait absolument plus rien. Et je crois que les juristes, les avocats et autres doivent être dans une situation extrêmement difficile. Donc, chers téléspectateurs, mais pour terminer, je vais faire allusion à une déclaration du président Laurent Gbagbo et j'aime revenir sur cette déclaration parce que elle sied bien, elle s'adapte bien à la situation du Congo. Lorsqu'il dit, il dit que la démocratie, c'est le respect des textes. À commencer par la plus grande des normes en droit, qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Et on déduit qu'au Congo, la plupart des gouvernants ne sont pas des démocrates. Mais s'ils ne sont pas des démocrates, ils sont quoi? On est dans la dictature. Et c'est les confirmé par quoi? Mais c'est confirmé par notre indice de la démocratie. Et je reviens assez souvent là-dessus. L'indice de la démocratie du Congo entre 2021 et 2024 était de 2,79 sur 10, classer le Congo parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Est-ce que dans une dictature, on peut organiser une élection libre, équitable et transparente? Non. Parce que dans une démocratie, dans une dictature, on organise les élections selon le principe qu'on ne perd pas des élections qu'on organise. C'est là tous les défis. Mais les Congolais doivent intérioriser ce que j'ai dit et c'est là que je vais conclure. Aujourd'hui, le président de la République a annoncé qu'il est candidat à l'élection des 12 et 15 mars 2026. Il y a non seulement le reniement de la Constitution, et c'est extrêmement grave, mais il y a la question de savoir où va le Congo. Sur quelle constitution nous allons nous baser? Parce que de temps en temps, il y a des rumeurs comme quoi on veut changer. Vous n'êtes pas conforme à la constitution et puis vous voulez la changer. Donc, il faut que les Congolais prennent date qu'à partir du 5 février 2026, les gouvernants congolais, les partis au pouvoir et certainement leurs alliés ont pris l'option de faire du Congo une république bananière dans laquelle la constitution qui, dans plusieurs pays du monde, a un caractère sacré, a perdu tout ce caractère sacré et est devenu quelque chose. Donc, c'est la volonté des gouvernants qui s'applique. Quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, etc. Et puis, on l'a vu, on a beaucoup de cas complicité. Donc, chers téléspectateurs, c'est sur ça. Mais s'agissant du dernier volet, notamment le volet relatif à la candidature, je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir. Je le dis pourquoi? Pour une raison simple. Vous savez que, je vous l'ai souvent dit, j'ai introduit déjà un recours sur l'inconstitutionnalité de l'élection qui avait permis la reconduction du président Denis Sassou Nguesso en 2019. J'ai introduit un recours sur l'obligation de déclaration de patrimoine. Et là, je venais de déposer un autre recours. Je suis en train d'attendre la réponse de la Cour constitutionnelle parce que je veux être légaliste et je veux suivre les choses par rapport à ça. Et je crois que lorsque la réponse sera donnée, j'aurai certainement l'occasion d'avoir une certaine appréciation en tant que citoyen. Et nous verrons comment on va avancer. Donc, chers téléspectateurs, voilà ce que je voulais dire. Et je dis tout simplement que la loi, l'élection de 2026 est une élection qui se fera hors la loi. Elle se fera dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Et surtout, les jeunes devraient bien prendre cette référence et voir comment les choses vont se suivre. En dehors de ça. Mais je terminerai, chaque fois je dis que je terminerai en me posant une question sur laquelle je réfléchis. Est-ce qu'on peut parler de paix dans un pays où les gouvernants ne respectent pas les lois et règlements de la République et où ils ne respectent pas leur constitution? C'est un débat, c'est un sujet qu'il faut débattre et j'invite les Congolais à méditer là-dessus et à débattre. Donc, sur ces faits, chers téléspectateurs, je mets
met fin à cette émission. Et je souhaite que nous nous retrouvons le samedi 14. Je crois que nous aurons certainement l'occasion de développer un certain nombre d'autres thèmes, d'autres sujets. Et je pense qu'ils seront tout aussi intéressants. D'autant que le 14, je crois qu'on aura déjà terminé la période de dépôt de candidature. Les candidats attendront certainement la validation par la Cour constitutionnelle et on sera pratiquement à 2 semaines